Bienvenue dans Vraie Vie, un podcast imaginé par Clarisse Gardet. On croit souvent très bien savoir ce que ressentent les autres, ce qu'ils pensent, ce dont ils ont envie ou besoin, particulièrement ceux qui sont dans les situations difficiles ou qui traversent une épreuve comme la maladie, le handicap, la séparation. Vraie Vie donne la parole à celles et ceux qui sont concernés pour entendre de leur bouche et sans filtre ce qui fait leur quotidien, ce qui est difficile, mais aussi ce qu'ils ont appris et ont à transmettre. Vous écoutez La vie à bras-le-corps, un épisode où je m'entretiens avec Sylvie. Travailler sur la frustration, travailler sur le manque, mais pour moi ce sont des thèmes humain avant tout. Donc avoir un handicap, ça aide à entrer au cœur de son humanité avec des tas d'étapes, des moments où on fait 25 000 fois trop d'efforts pour bien faire, pour être à la hauteur. Bien sûr, il y a vraiment des grosses difficultés. Sylvie est porteuse d'un gène associé à une maladie dégénérative qui se manifeste par un rétrécissement du champ visuel. Elle est considérée comme aveugle. Sur le papier, comme elle dit, elle est handicapée à 100%. Pourtant, malgré la découverte du diagnostic à l'âge de 18 mois et un champ visuel très limité, sa vue diminuée s'intègre naturellement à son quotidien. À 4 ans, j'étais sur des skis alpins. Après, j'ai été toujours suivie dans des écoles tout à fait ordinaires. J'ai côtoyé toujours le monde ordinaire, avec cette sensation évidemment sans doute que je n'étais pas tout à fait ordinaire, mais enfin ça, tous les êtres humains aiment ne pas l'être, sans doute, je sais pas, ou n'aiment pas, mais en tout cas sont confrontés à ça. Petite fille, ses parents l'aident à oublier qu'elle ne voit pas ou presque pas. Encore maintenant, elle a le sentiment de voir et ressent un décalage entre la richesse de ce qu'elle perçoit et l'évaluation de son état d'après les critères de référence d'un examen de la vue. Ça a toujours été assez bizarre. C'est comme si c'était les autres, enfin c'est ça d'ailleurs, c'était les autres qui disaient que je ne voyais pas. Moi j'avais l'impression de voir. J'ai toujours vu un tout petit peu, donc j'ai toujours eu l'impression de voir. Maintenant tu vois encore un tout petit peu, ouais. Sur les côtés, j'ai encore et souvent je mets mes yeux en haut, paraît-il, et j'ai une perception en dessous. Dans le champ visuel, et très 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 sur les côtés. Et bon, c'est de moins en moins, et le champ devant est très brouillé par plein d'infos, donc parfois c'est juste un gros voile, et donc je vois un peu les ombres qui passent, parfois pas, ça dépend des moments. Donc j'ai encore une toute petite vision, que les médecins ne peuvent même plus se rendre même plus compte. Donc je me suis toujours sentie un peu décalée par rapport à ce qu'on en disait en fait. Et donc, ma prise de conscience du fait que oui, que j'avais besoin d'aide et qu'il fallait que je prenne la chose, que je me l'approprie, ça a mis en fait beaucoup de temps. C'est comme ça que j'ai entamé du travail plus personnel pour prendre cet enthousiasme, cette force que mes parents avaient développée, le prendre pour moi-même. Oui. Mais ça a été à la fois une prise de conscience de tout ce que j'avais comme possibilité, comme tout ce que je pouvais encore faire, et en même temps apprendre à reconnaître qu'en fait c'était quand même vrai que je voyais pas grand-chose. Mais pour moi c'était pas du tout une évidence. Et par exemple pour choisir des vêtements, quand on est adolescent, on est souvent coquet, et puis là toi tu es toujours habillée avec choix, goût, avec un choix des couleurs, Alors, avec des bijoux. Ouais. Mais ma maman a toujours pris beaucoup de soin à nous habiller. Moi, j'ai toujours été très attirée par l'art, et la perception des couleurs. Je pouvais la voir quand même pas mal. Mais donc moi, j'ai toujours adoré ça. Et mes parents aimaient la peinture, aimait l'art, et donc on m'a emmené dans des musées, on m'a décrit, et quand on me décrivait un tableau, il m'apparaissait.
après, quand je restais devant un tableau, à un moment donné, des choses m'apparaissaient. Et m'apparaissent encore, enfin, de plus en plus difficilement, mais m'apparaissent encore. Et Donc tu restes longtemps. Ah oui. On te décrit. Mon père m'a toujours énormément décrit des choses. Oui. Les mêmes. C'est ça que je croyais toujours que je voyais en fait. Parce que par exemple, on avait un jardin avec, devant la fenêtre de la cuisine, il y avait mon père aimait beaucoup les oiseaux. Il y avait une maison à oiseaux. Et donc pendant longtemps, mon père me décrivait l'approche de l'oiseau jusqu'à la petite maison. Il me la décrivait, il me disait. Et du coup, au moment où l'oiseau, qui était une forme sombre, arrivait dans la petite maison pour manger sa margarine sur un fond blanc, je le voyais. Est-ce que je le voyais vraiment ? Je voyais une ombre, j'ai un souvenir que je voyais, une ombre, et puis mon père me disait, c'est une mésange, longue queue, ceci, et du coup, j'avais vraiment l'impression de le voir. Oui. Mais donc voilà, c'est arrivé comme ça parce que moi, j'ai toujours eu ce goût et cette envie de m'ouvrir, d'écouter, de capter. Enfin voilà, c'était vraiment une grande force que j'avais. J'étais très très attirée par ça. Oui, là, je commence à sérieusement pouvoir travailler avec le manque. Et avec la frustration. La dernière fois que j'ai été dans un musée, j'avais fait mes demandes, je fais des demandes avant pour pouvoir toucher les sculptures, et puis c'était à Venise, chez Guggenheim, parce que la Peggy Guggenheim, la dernière fois que j'avais été, on m'avait refusé le toucher des sculptures, là j'avais été mais en pleurs, j'en étais malade. Et donc cette fois-ci, j'avais fait la demande d'avant, j'écris, etc., j'avais pu toucher, et puis après, du coup, on m'avait dit, oui, mais vous pouvez aussi avoir des plaques avec des représentations, et je me souviens, j'ai été voir un tableau, je ne sais plus de qui, donc j'ai touché, et puis j'ai vraiment la sensation, là, vraiment, de rencontrer la frustration mais j'ai tellement le désir que je reste devant le tableau, je fais un effort avec mon tout petit parti de vision qui voit, je fais d'abord un effort, et puis je me dis non, il faut que tu lâches, et vraiment, il faut vraiment rencontrer la frustration, mais ça pour moi c'est très... Voilà, c'est vraiment une progression, et de rencontrer la frustration, c'est vraiment la méditation qui m'a appris ça. Je la rencontre, et à ce moment-là, il y a un flash. Et donc, si tu devais dire ce qui peut être difficile... Ça a très longtemps été très difficile pour moi de dire ce qui peut être difficile. Pour moi, ce qui est le plus difficile, c'est au niveau de la relation. Ce qui est difficile pour moi, c'est que je sens que le contact n'est pas direct et je sens une retenue devant l'inconnu, des autres vis-à-vis de moi. Et le temps que je m'en rende compte, et puis j'ai tellement pas eu l'habitude de dire, mais en fait je vois pas. Enfin, tu vois, pour moi c'est tellement pas un réflexe. Je dis ça parce que je vois maintenant avec mon mari, quand on rencontre quelqu'un, bêtement, même simplement un plombier, ou lui, au moment où il voit que la personne hésite, enfin, est en train de se poser la question, il dit, ah oui, mais Sylvie ne voit pas. Oui. Et je vois bien que ça simplifie tout de suite, mais j'ai pas appris cette simplicité-là. Puisqu'on le disait avant que je ne rencontre les gens, en fait, quand j'étais jeune. Oui. Et donc, voilà. Mais sinon, pour moi, ce qui est très difficile, c'est que du coup, la relation, à mon goût, n'est pas simple. Enfin, n'est pas directe, n'est pas... voilà. C'est ça qui a toujours été compliqué pour moi, et aussi parce que j'ai dû apprendre beaucoup travailler pour être moi-même plus simple. Oui. Moins cacher la chose. Parce que pendant des années, puisque j'étais dans des milieux, mon handicap était complètement intégré, invisible, puisque j'avais tout le temps quelqu'un à côté de moi. Donc à l'école, on s'arrangeait pour que j'ai quelqu'un qui m'accompagne, etc. Et donc, je ne l'ai jamais abordé suffisamment clairement et simplement que pour que la relation, je crois, soit simple. La difficulté, c'est aussi d'avoir l'impression d'être trop visible, d'encombrer, de prendre trop de place avec une canne blanche ou avec un chien guide. Or,
Pour pouvoir se déplacer seul librement, l'un ou l'autre lui est indispensable. Je lui demande ce qui la dérange dans le fait que sa canne ou son chien la rendent trop visible à son goût. De prendre beaucoup de place, je crois. Que ça... De nouveau, que la relation soit pleine pleine d'encombrements, d'a priori. Enfin, je sais pas exactement... Je ne sais pas si c'est l'idée de prendre trop de place et l'idée que les gens vont voir que je ne vois pas aussi, sans doute. Alors que, comme je te disais, pour moi, c'est pas tellement une évidence déjà pour moi. Alors, je sais pas exactement. Ça a été très difficile le passage à la canne blanche. Est-ce que c'était aussi justement une atteinte à ma féminité, une atteinte à... Maintenant, ça fait longtemps, évidemment, mais... Et c'est différent avec un chien ? Oui. Mais non, j'ai eu la même sensation. Au début, je voulais pas de chien, justement parce que j'allais encombrer, que je devais aller chez les gens partout avec un chien. Ça prend une place folle, un chien. Tout le monde n'aime pas ça. Il y a des gens qui aiment bien, mais je vais enseigner dans une école, donc le chien est dans la classe. Il y en a qui adorent ça, mais il y en a d'autres qui ont peur. Donc je dois faire très attention. Oui, c'est toujours prendre de la place, en fait. Et donc, j'ai dû vraiment beaucoup m'habituer. Après, je trouve ça beaucoup plus sympathique que la canne blanche, parce que le rapport, justement, le contact qui se crée est plus chaleureux et plus... voilà, on s'occupe du chien plutôt que de s'occuper de moi. Donc, voilà, je crois je voulais pas qu'on s'occupe de moi, en fait. Même relationnellement. Voilà, relationnellement, par rapport, justement, amoureusement, par exemple, je me suis toujours arrangée au début pour me trouver des amoureux qui étaient plutôt un peu tournés sur eux-mêmes et qui s'occupaient le moins possible de moi ou qui ne se gênaient pas pour me dire bon là maintenant tu te débrouilles. Enfin bon, enfin c'est pas la même chose d'ailleurs, mais oui, mais c'est intéressant. Oui, j'avais beaucoup de mal. Je voulais pas qu'on s'occupe de moi en fait, et j'ai pas vécu avec quelqu'un. J'ai vécu seule pendant de nombreuses années. La première fois que j'ai vécu avec quelqu'un, ça a été extrêmement compliqué pour moi. Parce qu'on me voyait dans mon quotidien. Et que j'avais l'impression, oui, forcément, qu'est-ce que c'est en fait ? Oui, on voit que je ne vois pas. Alors que moi, je le vois pas, que je vois pas. Tu vois, il doit y avoir un truc. Je sais pas exactement, mais enfin, c'est compliqué. Mais au début, j'ai cru que j'y arriverais pas. Hein. La première personne avec qui j'ai vraiment habité à deux, c'est celui qui est devenu finalement mon mari. Mais je l'ai rencontré, j'avais presque 40 ans. Et avant, quelque part, c'était trop compliqué. J'avais besoin de... Oui, donc c'est vraiment... C'est vraiment c'est vraiment ça qui est difficile en fait. C'est la relation, l'impression que qu'on va vouloir faire les choses à ma place, qu'on va avoir peur que je n'y arrive pas, qu'on va dire ça. Par exemple, je réagis très très fort quand on me dit ah mais non ça tu ne peux pas faire. Ça je vais le faire parce que ça va être trop compliqué pour toi. Et j'ai envie de dire mais qu'est-ce que tu en sais que c'est si compliqué pour moi ? Comme faire du café. Comme faire du café, par exemple. Parce que c'est très impressionnant de voir quelqu'un qui ne voit pas faire du café, parce qu'il faut quand même bien viser pour mettre le café, etc. Et nous, les voyants... oui, on se dit que ça ne va pas être possible. Oui, voilà, enfin... Ah, oui, moi je fais du café. On se sert beaucoup de nos yeux, en tout cas. C'est ça. Moi, mais c'est vrai qu'on me demande tout le temps, enfin d'ailleurs dans les tests, dans les organismes, etc., on vous demande, est-ce que vous savez allumer une cigarette ? Mon frère et moi, ça nous fait toujours rigoler. Est-ce que vous savez allumer une cigarette ? Est-ce que vous pouvez faire un œuf ? Évidemment. Mais ceci dit, moi je me rends pas compte. J'ai rencontré une jeune femme non-voyante qui m'a dit, mais comment tu fais pour cuisiner ? Et moi j'ouvre des yeux ronds comme des billes. Parce que je l'ai toujours fait, oui.
J'ai toujours tout fait comme si je voyais, parce que je suis convaincue que je vois. Enfin, non, maintenant je sais que je ne vois pas, mais c'est pas une vraie réalité pour moi, je crois. L'idée, c'était de dire 3 choses que ça t'a apporté. Oh, bah oui, c'est ça, je vais en dire beaucoup plus que 3. Hein. Je ne serais pas ce que je suis si j'avais pas eu ce chemin à parcourir avec une vision qui diminue. Même que je m'en rendais pas compte. Enfin, pour moi, c'est ce qui m'a permis d'avancer dans la vie. C'est un outil absolument incomparable. Je veux dire, quand j'étais justement à l'université, je voyais les gens qui galéraient pour étudier et tout ça, et je me disais, moi, j'ai été obligée de m'organiser, de voir comment j'allais faire pour pouvoir faire mes résumés, J'ai toujours été obligée de chercher des solutions, de m'organiser. Enfin, et j'ai vu mes parents le faire aussi. Mon père, c'était vraiment quelqu'un... il y a toujours une solution. Il était même un peu excessif, rien ne pouvait lui arriver. Et donc, pour moi, c'est vraiment, qu'est-ce qu'on dirait, un escalier, une montagne peut-être, mais c'est un vrai chemin tout tracé, absolument tout tracé, et qui m'aide à avancer parce que je peux pas faire autrement. Il n'y a pas d'autre solution. Donc pour moi, c'est vraiment une aide dans la vie. C'est vraiment une aide dans la vie. Je sais que je suis un peu décalée peut-être de dire ça, mais pour moi, c'est vraiment une aide dans la vie. Qu'est-ce que doivent faire la plupart des gens ? Ils doivent d'abord, peut-être, soit ils ont des grosses tuiles qui les obligent à avancer, ou à chercher, ou à s'organiser, soit ils doivent vraiment découvrir où est leur fragilité, où est leur faiblesse, où est leur handicap. Moi, c'est pour ça que ce terme, pour moi, n'a pas beaucoup de sens, parce que je n'ai pas encore rencontré de personnes qui n'avaient pas de handicap, c'est-à-dire de difficultés dans la vie ou de marche à franchir. Alors, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai été très bien entourée, j'ai pu vraiment savoir que m'appuyer sur les autres, je dis ça et en même temps il faut qu'on me l'appelle. Je crois que j'ai eu la chance d'avoir des appuis, mais j'ai toujours voulu m'en servir et du coup petit à petit travailler sur la frustration, travailler sur le manque, mais pour moi ce sont des thèmes humains avant tout. Donc avoir un handicap, ça aide à entrer au cœur de son humanité avec des tas d'étapes, des moments où on fait 25 000 fois trop d'efforts pour bien faire, pour être à la hauteur. Bien sûr, il y a vraiment des grosses difficultés. À l'école, ça, j'ai bossé, mais énormément, j'ai fait énormément d'efforts, je me suis épuisée, mais je n'ai jamais dit que c'était à cause de mon handicap. Enfin, oui, mais après, j'ai dû apprendre à faire moins d'efforts, à lâcher la volonté de vouloir voir et de vouloir tout dépasser. Mais c'est un chemin de vie formidable. Pour moi, c'est normal de se battre et c'est normal de prendre la vie à bras-le-corps, quoi. C'est magnifique, hein. Merci Sylvie. C'est tellement ça que j'ai envie de dire aux gens, tu vois. C'est pour ça que j'ai envie d'écrire, c'est pour ça que j'ai envie de faire de la sculpture, c'est pour dire, mais en fait, voilà, il faut prendre les choses comme elles sont. C'était La vie à bras-le-corps, un épisode de Vraie vie. Merci à Sylvie pour son témoignage, son enthousiasme, sa vitalité, sa force. Merci à Jean-Paul pour son aide. Vraie vie est un podcast de Clarisse Gardet, réalisé par Calisson.